Eh bien, bienvenue. Bienvenue et mille merci de vous prêter à ce délicat exercice d'une délibération en direct. Donc Paris Cours de Vent continue. On a vu tous les films. Vous avez vu tous les films, bien entendu, depuis quelques temps déjà. Tout le monde a vu tous les films. Il y a plus de projection. Il y a une projection ce soir encore de Ailleurs et Autrement. Mais sur les films de la compétition officielle, bien sûr, ils sont tous passés maintenant. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir. Francis Gavel, ça y est, Aurélie, c'est ça? Oui. Excusez-moi, j'ai des milliers de noms dans la tête. Et Valérie Gann, merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de proposer ce cercle plus comment c'est le dimanche soir Masque et la plume, voilà. On fait notre cercle et notre masque et la plume à nous. Merci beaucoup d'être avec nous pour ça. Donc cette délibération se fait en partenariat avec le syndicat français de la critique de cinéma. Marion est là et on la remercie de son soutien et de son aide toujours constante et toujours très bienveillante avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Ben, je vais vous laisser la parole. Vous allez comment dire, envisager les films. Voilà. C'est pas mal envisager, non? Voilà, donc là, je commence à fatiguer. Hein, vous vous rendez compte que après 6 jours de festival, je trouve plus mes mots. Je vous souhaite juste bonne délibération et puis à très très bientôt. Merci Rémi. Merci. Vous voyez que la critique n'est pas forcément si masculine, puisque là, on est 2 femmes pour un homme. C'est juste le hasard des possibilités des uns et des autres. Hein. Tout à fait. Francis, je crois que tu avais préparé une petite introduction générale. Non, peut-être pas. On peut peut-être, juste parce que ça n'a pas été dit, peut-être signaler où on écrit, où on parle. C'est vrai, d'où on parle, c'est important. C'est pas mal non plus, donc je vous laisse démarrer, quoi. Alors moi, je parle d'un site internet qui s'appelle Les Nouvelles News et qui est un site internet féministe qui traite de l'actualité en général, et moi je m'occupe de la rubrique cinéma. Et avant Les Nouvelles News, j'ai beaucoup travaillé à Écran Total, qui n'est pas du tout un journal critique, mais qui parle vraiment de ce qu'est le cinéma, de la cuisine du cinéma, la production, l'exploitation. Et je trouve que c'est important de l'avoir en tête aussi quand on voit un film, de savoir comment il s'est fait et à quel point c'est difficile de faire des films, surtout des films d'auteur. Et j'ai beaucoup travaillé aussi pour Synopsis, qui n'existe plus non plus. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Synopsis, c'était un mensuel, puis après un bimensuel, vraiment axé sur le scénario et les histoires. Et j'ai beaucoup travaillé pour eux et j'ai beaucoup aimé écrire en prenant justement comme point de vue au départ les histoires et les scénarios des films. Voilà. Eh bien, moi, je parle depuis Criticat, donc une revue numérique qui se déploie sous différentes formes, à la fois des critiques écrites, des entretiens, des comptes rendus de festivals, mais aussi des formes un petit peu différentes, avec des vidéos, des podcasts. Et puis, je parle également depuis Bref, donc la revue éditée par l'Agence du court-métrage, entièrement dédiée au court-métrage. Et voilà, le principe, c'est que chaque semaine, en fait, c'est aussi un site un service vidéo à la demande, où chaque semaine, 3 films sont mis en ligne avec les critiques qui accompagnent les films. Voilà. Et donc, en ce qui me concerne, moi, c'est plutôt la presse radio. Donc, j'anime une émission maintenant qui est une vieille émission, c'est presque le Masque et la plume de Radio Libertaire. Donc c'est sur l'antenne de Radio Libertaire. Ça s'appelle Longtemps je me suis couché de bonne heure. Émission très, très proustienne. Et où c'est une émission qui est consacrée aux livres, à la musique et au cinéma. Et pour la partie cinéma, si je cite le Masque et la plume, c'est parce que c'est aussi une table ronde critique sur l'actualité cinématographique. Et c'est en partenariat avec une revue qui est maintenant une revue internet qui s'appelle Les Fiches du cinéma.
Et c'est l'occasion, chaque mois, puisque l'émission est mensuelle, d'évoquer quelques-uns des films avec des rédacteurs différents le plus souvent. Voilà, et la prochaine émission est donc samedi prochain à partir de 10h du matin. Voilà. Et sinon, à l'occasion, il m'arrive d'écrire, effectivement aussi un petit peu, et là récemment, pour un éditeur DVD qui s'appelle les Éditions Montparnasse, où j'ai écrit un texte sur un cinéaste d'animation japonais qui s'appelle Koji Yamamura. Un texte de 17 feuillets, donc ça m'a pris un temps fou parce que j'écris pas si souvent que ça. J'allais dire que tu es aussi un fan d'animation, en fait. J'aime le cinéma d'animation. J'ai fait des choses autour du cinéma d'animation, mais j'aime le cinéma d'animation à l'intérieur de la galaxie cinéma. C'est pas un truc monomaniaque, comme je pourrais me tourner vers Chloé et dire « T'écris à Bref, donc tu t'intéresses au court-métrage, en fait ». Donc non, pas uniquement. Je veux toujours resituer l'animation dans le contexte du cinéma. Et ce que j'attends dans le cinéma d'animation, c'est qu'on parle autant d'animation que de cinéma. Voilà. Qui commence? Alors, on parlait du masque et la plume, mais en fait, on va pas vous faire le masque et la plume, parce qu'on va surtout parler des films qu'on a aimés. On était d'accord là-dessus au départ. On va pas prendre les 24 films de la compétition et dire chacun notre avis, d'abord parce qu'on en aurait pour quelques heures, et qu'ensuite c'est beaucoup plus agréable de parler des films qu'on a aimés, d'autant qu'on s'est rendu compte, la sélection en général était super riche et super diversifiée, et on s'est rendu compte que on avait aimé des films différents, donc ce qui tombe bien, et ce qui est aussi en lien avec la diversité et la qualité de la programmation qu'on a pu voir cette année. Et il faut que je précise que Francis et moi, on fait partie aussi du prix du syndicat de la critique de cinéma français pour le court-métrage, en fait. Le syndicat de la critique remet chaque année un prix à un film long-métrage, un film étranger, un premier film, etc. Mais il y a aussi un collège court-métrage. Et cette année, on en fait partie. Donc certains des courts-métrages qu'on a vus étaient dans la sélection du syndicat de la critique. Je ne vous dirai pas qui a gagné du côté syndicat de la critique, parce que les prix sont remis en février, le 21, je crois. Mais en tout cas, on a déjà pas mal discuté avec Francis de courts-métrages juste avant Noël. On a déjà eu quelques petites batailles orales au sujet des courts-métrages. Pour résumer. Voilà. Qui commence? On fait Vous voulez? Si tu avais quelque chose à dire de façon plus générale sur la sélection. Oui, en fait, en réfléchissant, donc en ayant vu tous les programmes, les films, et en y réfléchissant un petit peu, en fait, je me suis rendu compte de ce que j'appellerais une sorte d'ossature, en fait, dans ce qui m'avait retenu, et que c'est une ossature qui partirait un petit peu de ce que j'appellerais des films du vide. Donc évidemment d'un vide existentiel, de la difficulté d'être, et il y a comme ça quelques films, et en même temps comme ça je dis un petit peu les films qui ont attiré mon attention, parfois de manière très forte, parfois de manière peut-être un petit peu moins forte ou avec réserve, mais dans ce que j'appellerais ces films du vide, comme ça il y avait justement aussi bien de l'animation que de la prise de vue réelle. Il y avait donc le Noir Soleil de Marie Larrivée, comme il y a Titan de Valérie Carnoy, ou un film comme Mauvaise Troupe aussi de Nolwenn Lemels, qui je trouve sont comme ça des films qui finissent par dire quelque part. J'ai vu il y a peu un dessin d'une illustratrice qui s'appelle Lorraine Sorlet, et son dessin, il y avait une légende, c'est Sometimes all you need is a hug. Donc parfois la seule chose dont on a besoin, c'est un câlin. Et je me suis dit que ces films quelque part ils disaient un petit peu ça. Et que justement c'est l'impossibilité de l'avoir, ce câlin, et que c'est ce que mettent en avant ces films, alors parfois de manière très, très subtile, parce que Titan me semble un film en 2 temps, d'une grande violence dans sa première partie, autour de cet enfant qui veut se faire accepter par une bande, et puis donc qui devient un jeune adulte un petit peu comme ça, un peu agressif, un peu survolté, et puis dans cette dernière partie du film où d'un seul coup il
il y a une volte-face, il retrouve sa mère, et il y a justement ce côté câlin, d'un seul coup, quelque chose qui revient, d'un besoin d'eux, et je trouve le film assez subtil par rapport à ça. Et puis, à côté, finalement, de ces films comme ça, du vide, il y a un petit peu des films qui, pour combler le vide, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Peut-être qu'on peut avoir une certaine légèreté, et puis un goût de la confidence. Et donc là, c'est un film comme Enterrement de vie de jeune fille, qui peut être... Alors là, moi, je dirais plus sur l'aspect confidence. Voilà, entre 4 jeunes femmes qui sont des amies, l'une d'entre elles... Je raconte un peu les films, parfois, si jamais parmi vous, il y en a qui ne les ont pas vus. Hein, mais comme ça, qui se retrouvent toutes les 4 ensemble pour enterrer justement la vie de jeune fille de l'une d'entre elles. Et c'est un moment de confidence, et le film a une très grande douceur, à la fois dans sa lumière, à la fois dans son cadre, où il est très souvent près des visages, près des actrices, dans aussi les regards qu'elles ont vers la caméra, ou qu'elles ont les unes sur les autres. Il y a ce film-là, et puis dans un autre registre, alors plus sur la légèreté, il y a un film effectivement que j'ai trouvé répondre à ça, qui est Le voisin de Lou. Comme ça, une espèce de petit fil d'eau tranquille qui dans un quartier où un jeune garçon amoureux d'une jeune fille qui elle, va s'installer chez un mec plus âgé qu'elle, et donc lui il l'aide, comme ça il est un petit peu derrière son soupirant, mais le film est jamais lourd par rapport à ça. Aucun des personnages est dans une espèce de domination de l'autre. Il n'y a pas de perversité entre eux, quoi. Donc il y a ces films-là de légèreté pour combler le vide. Et puis à côté de ça, il y a des films alors moi j'ai mis des films qui défoncent tout, avec de l'humour assez trash. Et alors là, ils sont très différents. Un que j'ai revu, parce que jusqu'à présent, je rentrais pas trop dans son cinéma, je rentre un tout petit peu plus en l'ayant revu, c'est Les Démons de Dorothy d'Alexis Langlois, moi qui me paraît un film effectivement, alors là, un peu monstre, mais finalement assez réjouissant, notamment, finalement, quelle que soit son identité, homme, femme, bi, trans, enfin tout ce qu'on a envie d'être. Quand on est réalisateur, on se retrouve toujours confronté aux espèces, même type de choses, et ça rejoint ce que tu disais peut-être Valérie en présentant, en disant à une époque j'ai écrit sur Écran Total, qui est l'économie du cinéma, c'est qu'on se retrouve toujours avec un producteur qui va dire ouais c'est vachement bien mais en fait non, donc non. Et je trouve le film assez réjouissant là-dessus. Et puis à côté de ça, alors dans un autre registre, et cette fois-ci de nouveau en animation, c'est Mondo Domino de Suki, qui est un film sur la fin du monde, sur l'apocalypse, mais une apocalypse alors complètement cartoon trash, avec des couleurs saturées tout le temps. Et c'est entêtant, mais c'est entêtant aussi à la musique dans le Alexis Langlois, mais c'est entêtant boléro de Ravel à 3 voix, qui est complètement dégénéré, régressif à souhait, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien aussi. Voilà, donc moi c'était un peu le parcours que j'avais à travers les films et la sélection que nous a proposé le festival, que évidemment on remercie. Eh bien, moi, je rejoins assez Francis sur les films du vide. Je crois qu'on en a quelques-uns en commun. Il y avait effectivement Enterrement d'une vie de jeune fille, qui est un film que je trouve qui a une très belle distance, qui a un film vraiment très intime, au plus proche effectivement de ses personnages. Et en même temps, la présence des cinéastes reste vraiment très discrète, et il y a tout de même une certaine pudeur, qui est conservée. C'est un film que je trouve très troublant dans son rapport entre la fiction et le documentaire. Je trouve que c'est un film qu'on a du mal à catégoriser, à vraiment qualifier de ce point de vue-là. C'était déjà le cas dans un de leurs films précédents, qui s'appelait Automne malade, et qui travaillait un petit peu toujours cette lisière assez floue, entre les genres, on va dire. Et puis effectivement, c'est un film que je trouve pointe de façon très juste et sensible la complexité des sentiments, l'ambivalence des sentiments, avec à la fois toutes ces incertitudes et ces doutes que peut ressentir cette jeune fille face à son mariage prochain. Et en même temps, je trouve ça vraiment beau, la manière dont elle résiste, y compris aux réticences de ses camarades qui, on la sent, la travaillent un petit peu, la testent. Et c'est ça que me semble vraiment réussir le film, de mettre en avant cette pluralité des regards
qui fait que personne n'a vraiment tort ou raison, mais en fait, il y a juste des personnes qui vont faire des choix différents. Et j'aime bien cette pluralité-là que le film met en avant. Il y avait aussi Noir Soleil, effectivement, qui est un film que je trouve splendide esthétiquement, avec un travail assez magnifique sur les couleurs, avec effectivement une composition, des plans aussi très réussis, une nature sublimée avec des paysages incroyables, et puis qui est vraiment aussi un récit un petit peu en pointillé, parce que c'est un film qui traite de choses assez graves, la disparition, la mort, je ne vais pas tout vous raconter si vous ne l'avez pas vu, mais il le traite effectivement, toute la douleur, toute la tristesse des personnages est vraiment donnée à ressentir en creux, je trouve, par touche. Et j'ai beaucoup aimé ça. Malgré la gravité du sujet, on n'est jamais dans le pathos, on est vraiment dans quelque chose d'assez subtil et d'assez fin. De ce point de vue-là, le film travaille vraiment des jeux de résonance et d'écho aussi entre les morts du Vésuve, la mort du père. Je trouve tout ça assez joliment mené. Il y avait aussi Le voisin de Lou qu'on avait en commun. Effectivement, très beau film sur l'adolescence, les sentiments mêlés, les relations là aussi qui échappent un petit peu aux catégories entre amour et amitié. Tout ça, le film le capte avec vraiment une très grande justesse, et là aussi encore beaucoup de sensibilité. Je trouve qu'il trouve un très bel équilibre entre l'humour, c'est un film très léger, et en même temps on sent poindre une certaine mélancolie aussi. Et je trouvais que c'était un film qui était vraiment porté aussi par ces deux interprètes, que je trouve tous les deux très bons. Lui qui incarne vraiment une sorte de présence solide, alors même que c'est quelqu'un de très fragile et de très dans la réserve. Et puis elle, au contraire, qui est très solaire, mais on sent tout de même poindre une certaine fragilité, certaines blessures derrière cette carapace. Je trouvais qu'il y avait une certaine alchimie des contraires entre les deux. Je trouvais ça assez beau. Voilà, pour moi. Moi, j'aimerais bien... tu as vu le vide, tu as vu les hugs. C'est vrai qu'il y a ça. Moi, plus prosaïquement, j'ai vu beaucoup d'enfants dans ces courts-métrages, et beaucoup de beaux courts-métrages sur les enfants. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle... Je vais reprendre mes notes parce que je me souviens du titre, mais pas forcément du réalisateur, qui s'appelle « Nous n'irons plus là-haut » de Simon et Loco. Que j'ai trouvé très très beau, sur deux gamins. On les voit dans la nature, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on sait qu'ils veulent pas monter au premier étage de leur maison. Et il y a une douceur entre ces deux frères, il y a une douceur entre les deux frères et une violence. Les deux sont en parallèle tout le temps. Et c'est un film qui n'est pas du tout mièvre, sur les enfants. Et on sent qu'il s'est passé quelque chose de très violent. Et d'ailleurs, je vous spoile pas la fin, mais il s'est effectivement passé quelque chose de très violent. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et moi, j'aime bien qu'on laisse le spectateur libre de son interprétation du film et de l'histoire. Les deux gamins, qui sont d'ailleurs deux frères, sont très très bien filmés. La nature est très très bien filmée. Ça se passe à la campagne, ça se passe l'été. Et la musique est magnifique. Il a réussi à faire une musique originale. Donc moi, j'étais assez emportée par ce court-métrage. Tout comme Titan aussi, dans un autre genre, mais qui fait un portrait d'un seul petit garçon qui veut absolument devenir un homme, mais trop vite. Et j'ai trouvé le portrait super réussi, le court-métrage super efficace. Ça me faisait penser un peu à des parties de Gomorrah. Il y a quelque chose sur les adolescents qui n'ont pour seule issue que la violence, avec deux adolescents plus grands qui sont complètement sadiques, mais en même temps qu'ils le font en rigolant, qui était à la fois original et très touchant. Ce gosse est très touchant. Il y a un autre film avec des enfants que j'ai beaucoup aimé et qu'on a cité déjà, qui s'appelle Mauvaise troupe. Donc c'est Nolwenn Lemel.
où là, oui, il y a des enfants, mais il y a aussi un père qui se démène pour essayer de continuer à vivre avec ses enfants. Alors, c'est un film engagé, il y a du Ken Loach, il y a du Dardenne, il y a Guillaume Gouix qui joue extrêmement bien. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est à la fois que c'est vu effectivement à hauteur d'enfant, comme on dit, mais en général, quand on dit qu'un film est vu à hauteur d'enfant, c'est souvent assez mièvre et assez parfois même stupide, alors que là, il y a vraiment une intelligence des enfants, et en particulier, il y a une fille aînée et un petit frère, et en particulier, il y a cette fille aînée qui comprend très bien dans quelle mouise est son père, et qui est un personnage de petite fille adulte, malheureusement trop tôt à cause des circonstances, que je trouvais aussi très touchant. Et je pense que, d'ailleurs, si elle joue très bien, c'est aussi parce que Guillaume Gouix joue très bien. C'est-à-dire qu'en général, pour faire bien jouer les enfants, je ne sais pas si la réalisatrice a été aussi comédienne, mais en tout cas, il y a, tout comme dans Nous n'irons plus là-haut, un vrai talent pour que les enfants soient des vrais personnages et pas des petits singes savants. Dans un tout autre genre, j'ai adoré un documentaire, un film complètement original qui s'appelle Little Berlin, qui est de Kate McMullen, avec un humour très britannique pour raconter. D'ailleurs, c'est un film qui parle anglais, puisque c'est Christopher Waltz qui fait je ne sais pas comment elle a réussi à le convaincre de faire la voix off. Et c'est l'histoire d'un bœuf qui a toute une cour de vaches et qui est très heureux avec ses vaches jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale s'arrête et que le mur soit construit et que le bœuf se retrouve en Allemagne de l'Ouest et les vaches en Allemagne de l'Est. Et partant d'une anecdote comme ça qui est assez drôle, qui pourrait s'arrêter là, elle fait du personnage du bœuf un véritable personnage. Et surtout, j'ai été vraiment... je me suis pas ennuyée une seconde parce qu'il y a une imagination et une variété dans les images. C'est-à-dire qu'elle est partie chercher des images d'archives. Il y a des images qui sont traitées comme des images d'archives mais qui ne le sont pas. Il y a des dessins animés. Il y a des extraits de films très courts, de fiction très courte. Je trouve qu'il y a une richesse. Moi, je me suis amusée et j'ai trouvé qu'en même temps, ça montrait l'absurdité de ce mur d'une façon que j'avais jamais vue auparavant. Et Enterrement d'une vie de jeune fille, que vous avez cité tous les deux, j'ai trouvé que c'était un film... tu as cité cette espèce de ligne entre le documentaire et la fiction qui met tout le temps un peu mal à l'aise, mais peut-être pas mal à l'aise, mais c'est-à-dire qu'en même temps, ça fait qu'on s'y intéresse d'autant plus, parce qu'il y a un naturel des comédiennes. Là, les 4, elles sont hyper naturelles. Et j'aime bien la façon dont on rentre petit à petit dans le vrai sujet du film. Et le vrai sujet du film, c'est que on n'a pas tellement changé depuis des centaines ou des milliers d'années. C'est-à-dire qu'on continue, les filles continuent à se marier et ça continue à être le plus beau jour de leur vie. Ça se termine par le mariage d'ailleurs. Et le fait qu'on découvre ce qu'il y a dans la tête de cette jeune fille fait qu'on voit plus du tout ces images de mariage, les discours des copains, de la maman, et ce banquet, on le voit plus du tout de la même façon après avoir accompagné juste pour 24 heures ou 48 heures ces filles qui sont hyper modernes, et en même temps il y a quelque chose d'immuable vers lesquels on envoie les femmes, où on a l'impression par moments qu'elle est très heureuse mais qu'elle va aussi un peu à l'abattoir. Et ce que j'ai aimé dans ce film aussi, c'est qu'il y a une scène d'amour, en tout cas une scène d'une sensualité dingue entre elle et une de ses copines. J'ai rarement vu une scène, il n'y a pas un mot, il y a à peine je ne sais même pas s'il y a un baiser qui est échangé, mais j'ai rarement vu une scène aussi sensuelle au cinéma. Et puis, moi, j'ai pas vu ce film dont tu parles, Automne malade, mais j'ai vu un autre film, c'est une co-réalisation donc, d'un homme et d'une femme, et c'est eux qui ont réalisé un film qu'on a vu là
quand on a vu pas mal de courts-métrages pour le syndicat de la critique, pour donner le prix annuel, ils ont réalisé ensemble un film qui s'appelle Cousinade, et que j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé, parce que c'est pareil, c'est un documentaire, fiction, et c'est juste une discussion entre des cousins dans une espèce de mobil-home où ils jouent à action ou vérité, ils boivent des shots et des shots et des shots, et de la même façon, il y a une espèce de gêne le vrai sujet du film, quand il ressort, et c'est dit de façon pareille, très, très soft, on a le droit d'en penser ce qu'on veut, mais pareil, il y a une façon d'amener le sujet qui rendrait n'importe quel sujet intéressant. Et donc il y a dans ces deux films, et j'ai pas vu Tonne Malade le troisième, mais il y a un propos sur la jeunesse d'aujourd'hui. Alors c'est plus des enfants, hein, c'est des jeunes adultes, mais il y a un propos qui est très intéressant sur la jeunesse d'aujourd'hui, et c'est un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai hâte de voir le troisième, parce qu'il y a un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui qui est vraiment passionnant, quoi. Voilà. Mais t'avais d'autres films, Chloé? Oui, j'en ai oublié deux, effectivement. Non, j'avais bien aimé aussi Partir un jour d'Amélie Bonin. Je trouve que c'est un film drôle, émouvant, rafraîchissant, comme on peut dire. J'ai beaucoup aimé l'aspect musiqué du film, qui, je trouve, le rend vraiment original, avec des séquences chantées qui en fait, moi, m'ont toujours surprise au moment où elles arrivaient, ce qui n'est pas toujours gagné, je trouve, dans un film musical, et qui, en même temps, s'intègre parfaitement, naturellement au reste du film. J'ai trouvé donc ces chansons, hein, effectivement, qui sont c'est la musique de la fin des années 90, des années 2000. Moi, c'est vrai que c'est mon enfance, et que du coup, ça me rend tout à fait nostalgique. Et je pense qu'effectivement, le film a ce côté un petit peu générationnel, et qu'en même temps, ce qu'il raconte sur la fin de l'enfance, les amours manqués, les regrets, tous les conflits qu'on peut ressentir en étant un peu comme le personnage du film, ce qu'on appelle transfuge de classe. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui en même temps me semblent complètement traverser les époques. C'est aussi les débuts de Juliette Armanet en tant qu'actrice. Moi, je la trouve super dans son rôle de caissière au caractère bien trempé, avec son air rieur. Je trouve que ça fonctionne bien avec son partenaire de jeu, Bastien Bouillon, qui forment un beau duo tous les deux. Il y avait celui-là, il y avait aussi Samy la fugue de Vincent Tricon. Je trouve que c'est un film qui pose un regard assez différent et très doux sur la folie, c'est-à-dire qu'effectivement on est face à un personnage, on croit comprendre qu'il est schizophrène, c'est pas forcément qualifié de manière si précise, mais donc on le voit effectivement dans ces moments de crise, hein, au début du film, plus tard dans une séquence sur un toit. Le film est assez lucide sur ça, sur la difficulté de ce qui vit, la violence aussi. Et en même temps, le film ne résume pas le personnage à ça, c'est-à-dire qu'il lui laisse quand même le droit à la légèreté et au bonheur. C'est un film vraiment avec beaucoup d'humour aussi, là aussi par touche un petit peu. C'est un personnage qui a vraiment... alors c'est pas un enfant, mais il garde quand même lui aussi dans un sens la pureté de l'enfance, et en même temps le regard posé sur lui n'est jamais infantilisant au sens débilitant, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le film, il va rejoindre sa sœur dans un moyen de locomotion des plus étonnants. Et en fait, à ce moment-là, il sait complètement ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Et voilà, c'est un être volontaire. Il n'est pas du tout pris pour un enfant. Il y a ça. Il faut citer le comédien, d'ailleurs. C'est ce que j'ai. Ouais. Vas-y. Parce que c'est le comédien qui jouait dans Scheherazade. Ouais. Et il a été primé d'ailleurs au festival Jean Carmet, qui est un festival qui prime les comédiens dans des seconds rôles ou dans des courts-métrages. Mais je me souviens plus son nom. C'est Idir Azougli. Ouais. Si j'écorche pas. Idir Azougli. Ouais. Et je pense qu'on va le voir vraiment
le voir et le revoir beaucoup parce que Ouais, je pense aussi. Ouais. il a vraiment une façon. Enfin, il a toujours une énergie, une puissance dans ses rôles. Bah là, ce qui est étonnant, Ouais. c'est qu'en plus, il a un rôle bizarrement presque à l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'il est, c'est presque un personnage un petit peu endormi, mais on sent pourtant que quelque chose bouillonne quoi, à l'intérieur de lui. Non, effectivement, je trouve, j'allais y venir à la fin parce que je trouve il est remarquable dans le film, que je pense que c'est un rôle pas facile à incarner. Il le fait avec une spontanéité et un naturel assez désarmant, j'ai trouvé. Et effectivement, il porte le film du début à la fin. Voilà. Et partir un jour, ça faisait aussi partie de mes 5, parce que je suis arrivée avec 3, mais en fait j'en avais 5 préférés, on va dire. Et ce que j'aime bien, c'est que jusqu'ici, les histoires de transfuges de classe, c'était porté par Émile Louis ou par, comment il s'appelle, Didier, celui qui a écrit Didier Ribon. Et il y avait effectivement, il y avait quelque chose de dur. Forcément une opposition avec le milieu d'où on vient quand on en sort. Alors que là, effectivement, c'est traité avec légèreté et sans pour autant que la blessure ne soit pas aussi béante. Et j'ai beaucoup aimé le duo Bastien Bouillon et je savais même pas que Juliette Armanet était chanteuse. Ah ouais, je suis allée chercher. Je dis mais elle est chanteuse, mais je connais. Là, en fait, elle fait son film La fin du disco, mais au cinéma. Voilà, c'est ça. Donc partir un jour est aussi vraiment très... Et puis c'est très difficile d'assumer le côté comédie musicale et que ce soit naturel. Et là, tous les endroits où ça passe complètement naturellement, et ça donne justement sa légèreté à ce film. Et on rejoint aussi ton histoire de hug du tout début avec Samy Lafugue, parce que Samy Lafugue, il a vraiment besoin juste d'un gros câlin, que ce soit avec sa petite sœur ou avec un cheval. Et c'est un peu pareil, il y a un peu de ça aussi dans Partir un jour. Enfin, dans beaucoup de films, on sent que l'époque est... C'est l'époque qui veut ça. C'est peut-être l'époque qui veut ça, mais on a besoin d'être les uns contre les autres. Okay. Ce qu'elles font dans l'enterrement de vie de jeune fille, d'ailleurs. Ah bah complètement, oui, c'est un elles film... essayent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles y arrivent pas trop. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas de l'affection entre copines. Il y a quand même des petites arêtes, des petits endroits où ça passe pas, et des moments qui sont pas... on n'est pas au pays des bisounours non plus. Et c'est ça qui donne toutes ses aspérités, tout son intérêt au film. Mais comme on n'a pas discuté avant de à qui on donnerait le prix... Voilà, c'est maintenant que ça se corse, en fait. C'est maintenant que ça se corse. Et on a le droit qu'il y a un prix. On n'a pas le droit à une mention, tout ça. Ouais. Ah, voilà. Là, on se retourne vers notre patronne en chef, qui est là et qui nous fait « Non, pas de mention, arrêtez vos conneries. » Juste un seul prix. Voilà, juste un seul prix. Donc, après, comment est-ce qu'on... Il y a des films qu'on a cités en commun. Il y a Titan qu'on a cité tous les 3, je crois. Moi, je ne l'ai pas cité, mais j'ai... Ah oui, pardon. Non, donc on était 2 à citer Titan. En commun, j'ai pas l'impression... À 3 en commun, à part Enterrement de vie de jeune fille, je ne vois pas, en fait. Tu vois, le seul qui, me semble... ressort parce que partir pour mieux revenir à la fin du disco, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec. Et peut-être parce que... Ah, tu l'as appelé Partir pour revenir, d'ailleurs. À la fin du disco, oui. Mais c'est parce que je me moque, en fait. À la fin du disco. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est parce que je connais trop Juliette Armanet en tant que chanteuse, quoi. Ah oui. Et donc, j'arrive dans le truc... Moi, par contre, ça me bloque parce que je sens sa présence là pour que la comédie musicale arrive. Et je me dis, à quel moment Juliette va commencer à chanter? Alors, en même temps, je dis ça, j'ai beaucoup aimé le premier album, donc j'ai pas un souci. La fin du disco, moins. Mais je me dis, à quel moment ça démarre, quoi. J'attends les moments où ça démarre. Et du coup, je suis pas dans espèce de... mais tu vois... Je savais pas quelle tête elle avait. Tu vois, et je connaissais ses chansons, effectivement, après... C'est le problème de perception aussi qu'on a des films, puisque...
On parle de qu'est-ce que c'est aussi qu'être critique de cinéma. Il y a aussi une subjectivité qui s'exprime parce que on vit des choses, on connaît des choses, on s'intéresse à des choses et que finalement elles rejaillissent parfois et qu'elles peuvent aussi peut-être faire écran par rapport à un film, quoi. Donc moi c'est pour ça que moi il n'était pas dans ma liste, par exemple, quoi. Et Bastien Bouillon, il est chanteur en fait aussi. Pas du tout. Non. Non, Bastien Bouillon, il n'est pas chanteur, il ressemble à comme Édouard comédien. Louis. Il ressemble à Édouard Louis. Un petit peu, ouais. Le fils caché entre Édouard Lee et Didier Ribon, peut-être. Moi, c'est ça que je trouve assez beau dans le film, justement, c'est toutes les séquences chantées qui sont mal chantées ou qui sont chantées faux, un peu. Il y a une espèce de fragilité comme ça dans le chant. Justement, moi, je connais Juliette Armanet, j'écoute Juliette Armanet aussi. Mais je ne l'ai pas attendue tellement. C'est pas forcément sa chanson, elle, c'est d'ailleurs pas nécessairement la meilleure. Enfin, j'ai bien aimé notamment son duo qui était assez inattendu avec Bastien Bouillon. J'ai bien aimé, tout ce côté un peu plus fragile dans la musicalité qu'incarne pas nécessairement Juliette Armanet. Enfin, j'aimais bien ce spectre un petit peu musical que mettait en avant le film. Et donc, il y aurait quoi d'autre qu'on a cité tous les trois? Il n'y a que Enterrement de vie de jeune fille, la co-réalisation de Lola Camborieux et Yann Berlier. Voilà. Ouais, c'est ça. Qui nous rassemble tous les trois. Et puis en plus, en vous entendant en parler, ça me donne aussi c'est là où on voit que la richesse du film, c'est qu'en vous entendant en parler, je vois d'autres choses dans le film que je n'avais pas vues. Et surtout, avec Cousina plus L'automne malade, que je n'ai pas vu mais que j'ai envie de voir, on a l'impression qu'il y a vraiment un travail de longue haleine qui prend plusieurs formes, sur plusieurs groupes, d'un duo de réalisateurs, quoi. Moi, en tout cas, je les découvre là cette année. Et comme j'ai beaucoup aimé les deux, je serais assez tentée Oui, primer ce film. Moi Alors aussi, ça ferait qu'un seul film, mais deux réalisateurs. Voilà, comme ça on inverse la proposition. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est bon les règles, hein, c'est fait pour. Non, et puis en même temps, ouais, effectivement, j'ai pas vu non plus Automne malade, mais ça fait. Il peut y avoir une sensation de triptyque, quoi. On peut pratiquement faire une sortie des trois. Enfin, on pourrait rêver, puisqu'il y a d'autres choses qui sortent, d'autres courts-métrages qu'on assemble, parce qu'il y a des garçons d'un côté, des filles de l'autre. On pourrait très bien, effectivement, envisager comme ça, imaginer qu'un distributeur ait envie de faire un programme avec les trois, portrait d'une certaine jeunesse et avec des tonalités qui peuvent à la fois se répondre et parfois se contredire, parce que je trouve que La Cousinade, c'est quand même un film vachement plus rude. Notamment dans sa prise de vue, dans son esthétique. Le film est beaucoup plus sombre, un peu froid, alors que là, c'est quand même assez chaleureux, quoi, tout le temps. Même ce passage au bord de la route avec le renard écrasé, et qu'elle manque de se faire renverser par des chauffeurs routiers qui passent parce qu'elles essayent de l'enlever. Enfin, c'est quelque chose d'assez fort aussi sur la mort, sur comme ça la vie qui s'arrêterait d'un seul coup. Alors est-ce que le mariage c'est la vie qui s'arrête d'un seul coup, ou ça c'est peut-être un peu lourd comme interprétation, parce qu'à la fin tu disais qu'à la fin finalement on voit pas vu tout ce qu'elles se sont dit, on voit pas forcément le mariage de la même façon, mais en même temps les personnages sont quand même hyper touchants, ils y croient, quoi. Et la mère, c'est sa petite intervention quand elle souhaite le meilleur, elle est d'une beauté. En plus elle est filmée, elle est un petit peu cachée, le bas de son visage est un peu caché, enfin c'est d'une beauté, d'un seul coup on sent ma fille, tu vas être super heureuse, tu vas voir. On ne sait pas si elle l'est ou pas, mais en tout cas, d'un seul coup, elle porte quelque chose comme ça. Il y a un amour qui traverse l'écran. Alors là, on parle de câlin depuis tout à l'heure. Là, il y a une maman qui fait un câlin à sa fille, quoi. Enfin, moi, je trouve. Et même le personnage masculin, d'un seul coup, il est aussi finalement touchant parce qu'il a l'air un peu désemparé quelque part. Et tout ce qu'on a entendu avant, où elle l'a quand même défendu. Avec ce test des journaux féminins, mais tu le tromperas pas, et foutez-moi un peu la paix, les filles, quoi. Et on sent que lui aussi est face à un désarroi, et c'est ce qui est peut-être beau aussi dans le film, c'est que finalement tout le monde, c'est dommage après pour son existence, mais tout le monde est désemparé, quoi. Il y a quelque chose comme ça, et en même temps avec douceur, quoi. Enfin, moi je trouve sur la forme là, par contre.
Puis il y a quelques clichés qui sont évités, du genre que les filles entre elles parlent de cul comme les mecs parlent de cul entre eux. Et là, il y a une grande pudeur entre elles, parce on a fini par être habitués. Ou je pense au film de Sophie Le Tourneur, qui à l'époque, c'était... enfin, à l'époque, c'était pas... Il y a 3 générations, mais au début... les premières discussions de filles qui parlaient de cul en buvant des verres, c'était nouveau, mais c'est presque devenu un cliché, alors que là, en revanche, il y a beaucoup de pudeur entre elles. Et tu voulais rajouter Non. Bah, moi, je vous rejoins sur tous les points. Je serais très heureuse que ce film soit récompensé. C'est vrai que j'ai vu les 3 films, du coup, Automne malade, La cousinade et celui-ci, et que effectivement, j'ai vraiment l'impression que ce duo de réalisateurs creuse un sillon, voilà, travaille des choses très ténues, très douces, mais où une certaine violence est quand même pas absente. Ça me plaît bien l'idée de récompenser un film qui, vraiment, qui a un regard singulier en fait sur le monde. J'ai l'impression que c'est vraiment le cas. Pour eux et pour ce film. Double regard. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils travaillent ensemble. On leur demandera. On leur demandera, ouais, comment Parce ils travaillent ensemble. Je sais pas. Je pense qu'ils sont parisiens, non? Non. Mince, ils pourront pas arriver pour demain alors. Parce que justement, à propos des, je sais pas où se passe Automne malade, mais ça, on n'a pas précisé. Mais les deux, la cousinade et l'enterrement d'une vie de jeune fille, ça se passe en province, dans des... Automne malade aussi, ouais. Automne malade aussi, c'est vraiment... c'est des jeunes de province, c'est pas des jeunes parisiens dans des grands appartements, là c'est vraiment la province. On sait pas très bien ce qu'ils font dans la vie, mais c'est pas très important. Et je rejoins exactement ce que tu dis. Comment faire un film doux et violent à la fois? C'est très fort. Donc ça veut dire qu'on part sur celui-là, quoi, en fait. A priori. Oui, et toi aussi. Ouais. Vote. Bon, vote. Alors, mince, enterrement on est tous les 3 d'accord. Bon, ça sera enterrement de vie de jeune fille, donc. Donc de Yann. Lola Cambourieux et Yann Berlier. Qui sont de quelle région? Donc en fait, on peut même les primer quasiment pour l'ensemble de leur œuvre, parce qu'à nous 3, on a vu les 3. Et je trouve que c'était une très bonne idée ce que tu disais, Francis, parce que si Automne malade parle aussi de la jeunesse, ça peut faire un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui, de province. Alors, effectivement, c'est pas un film qui fera beaucoup d'entrées en salle, mais écoute, ça peut, enfin, je sais pas, en plus... Je pense que c'est un duo d'auteurs qui va être à suivre et qui va passer un moment au long, quoi. Enfin, ils y sont peut-être déjà. Enfin, je les connais pas suffisamment pour savoir ce qu'il en est. On le sait pour d'autres dans la sélection, mais eux pas assez. Je les identifie pas assez. Mais effectivement, ça serait quelque chose comme ça qu'on aurait envie de porter. Il y a bien KMBO là qui vient de sortir. Les démons de Dorothy va sortir en salle aussi. Oui, et puis là, les filles et les garçons là, avec le film de Charline Bourgeois-Taquet, Paulina Servie, et puis Les mauvais garçons là qu'on avait. Qui a été un film repéré aussi par les prix du syndicat de la critique. Donc ils sortent ces 2 films-là d'un seul coup. Alors évidemment, c'est des films plus légers peut-être, mais c'est d'autres regards avec des actrices, en tout cas pour les actrices plus connues, puisque dans le film de Charline Bourgeois-Taquet avec Sigrid Bouaziz et Anaïs de Moustier, effectivement, il y a de l'affiche. Là, il n'y a pas d'affiche, mais là, justement, il y a peut-être aussi... des gens qu'on trouve, quoi, et c'est intéressant peut-être de les porter. Un film comme ça est pas possible avec des comédiennes, des jeunes comédiens ou comédiennes connues. Non, parce qu'il y a une identification tout de suite parce qu'on a, enfin, je sais pas, on a du background de leur histoire, quoi. Donc, bon, Il y a un distributeur dans la salle? Non, mais on va monter une séance spéciale. Bon, merci encore. Bon, merci au festival. Et puis, merci à ceux qui, à celles et ceux qui ont suivi. Les caméramans, vous avez été super attentifs. Oui, ils sont super. Ils sont vraiment. Nous, on est très contents, d'autant que l'année dernière, on a montré La cousinade en sélection officielle. Donc voilà. Mille merci, vraiment beaucoup. On est très contents pour eux. On va essayer de les faire venir, bien sûr, demain soir.
De toute façon, il me semble que j'ai vu les comédiennes qui étaient là pour la projection officielle. Donc il y aura en tout cas quelqu'un pour représenter le film. Voilà. Merci beaucoup. Merci Rémi, merci Nathalie. Merci à vous.